Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct live sur la page de l'ESCA. Marhaba bikom الناس الكل. Bienvenue à vous, chers participants. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par notre école. J'espère que vous vous portez bien. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de se connecter maintenant. On vous attend nombreux à ce webinaire. Donc, on attend à ce que plusieurs autres personnes se rejoignent à nous. Hiba, bonjour. Hiba Amraoui, bonjour. Marhaba bik. Voilà, il y a de plus en plus de personnes qui se connectent. Donc, il y a 17 personnes d'après ce que je vois. Bonjour, Monsieur Qais. Marhaba bik. Mohamed Aziz, bonjour. Voilà, on a de plus en plus de personnes qui se connectent en même temps. Donc, marhaba bikoum les écoles, bienvenue à vous, chers participants. Bienvenue à ce deuxième webinaire. Donc, merci pour tous les messages que vous nous avez envoyés depuis le dernier webinaire. On a reçu plein de messages d'encouragement et de remerciements. Merci pour votre confiance et pour votre interaction. Et j'espère que chaque webinaire qui est organisé, qui sera organisé par ESCA Tunisie, vous sera bénéfique et vous apportera de la valeur ajoutée. Donc, on est très heureux, très ravis aujourd'hui de recevoir notre cher invité, Dr Mouaz El Jouti, président de l'Institut tunisien des administrateurs, administrateur de société et enseignant universitaire. Bienvenue à vous, Monsieur Mouaz. Ravi de vous accueillir. Merci beaucoup, merci à vous, merci à toute l'équipe de l'ESCA, une grande institution d'enseignement supérieur et de formation. Je suis très ravi, très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Donc certainement, on va essayer de dérouler une conférence qui sera d'une grande actualité au niveau de cette thématique. Et je souhaite la bonne, je dirais, mes salutations vont donc à tous les participants et je leur souhaite tout l'intérêt nécessaire. Voilà. Voilà, donc en parlant de thématique, je rappelle la thématique de ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous parlerons des transformations économiques et financières à l'aune de la crise sanitaire mondiale actuelle liée au Covid-19. Voilà, donc si vous avez des suggestions d'autres sujets que vous voulez qu'on traite à l'ESCA Tunisie, n'hésitez pas à nous les faire parvenir, soit par message, soit vous les mettez tout simplement sous forme de commentaires en bas. N'hésitez pas à vous donner vos avis aussi. Et si vous avez des questions à poser, il faut les poster sous forme de commentaires parce que je rappelle que ce webinaire, il sera interactif. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous, à poser vos questions à notre invité. Il y a Leïla Bendik, bonjour. Une fidèle, Leïla Bendik, elle nous a suivis pour le premier webinaire et la voilà avec nous pour ce deuxième webinaire. Mohamed Salah, bonjour. Franck Oubre, bienvenue à vous, Franck Oubre. Je vous rappelle que Franck Oubre, il sera notre invité le 24 avril pour animer un webinaire à ESCA Tunisie. Je vous donnerai à la fin de ce webinaire tous les détails concernant notre planning de prochaines sessions qu'on va organiser.
Alors, avant de commencer notre webinaire, je vais vous donner un petit aperçu sur notre école, bien sûr. ESCA Tunisie est une école de management. Nous sommes situés à Sousse. Alors, nous proposons un parcours de licence tunisienne et de bachelor français à nos étudiants. Pour accéder à ESCA Tunisie, il faut être titulaire d'un baccalauréat. Donc, l'étudiant, il va commencer par faire 3 ans de licence soit en management, soit en finance, soit en marketing. Le diplôme, bien sûr, il est reconnu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une fois la licence validée, l'étudiant il a la possibilité de partir en France, continuer une année en France, c'est-à-dire un semestre d'études et un semestre de stage. Et à la fin de cette année, il va valider son diplôme de bachelor, ce qui offre à la fin des 4 ans l'opportunité à l'étudiant d'avoir un double diplôme et la licence tunisienne et le bachelor français qui est des accréditations KSK France. Et il est reconnu bien sûr à l'échelle internationale et reconnu par le MESRI. Après les 4 ans, l'étudiant il peut postuler pour le master, pour l'accès au master grandes écoles à ESCA France. Alors, l'avantage aussi qu'offre l'ESCA, c'est en deuxième année, deuxième semestre, toute la promotion d'ESCA Tunisie part à Budapest, semestre d'études en langue anglaise. Voilà un petit aperçu sur notre école. N'hésitez pas à nous suivre. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Twitter. Alors, nous sommes à 51 participants d'après ce que je vois. Hamida Bannour, elle nous a rejoint. Dorra, marhaba bik. Haïfa Kileni, marhaba bik. Donc, sans plus tarder, Monsieur Moaz, je vous cède la parole pour commencer ensemble à inaugurer ce webinaire. Monsieur Moaz, la parole est à vous. Très bien, très bien. Donc, bonjour, rebonjour à tous. J'espère que vous êtes en train de bien m'écouter. Moi, aujourd'hui, je vais essayer de vous dérouler une conférence de forte actualité. Je sais que vous êtes très préoccupés par la situation aujourd'hui, la situation donc dans notre pays. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions qui se posent par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Moi, je pense que ce qui est en train de se passer, c'est très important. C'est des événements, ce sont des événements qui sont majeurs et très importants dans notre vie, dans la vie, dans ce monde. Il y aura certainement des transformations. Les transformations, nous sommes en train de les apercevoir déjà. Nous sommes en train de se rendre compte d'un ensemble de transformations qui peuvent et qui vont se produire dans l'avenir proche. Moi, je pense qu'il faut s'intéresser à tout ça, il faut analyser, il faut essayer de développer des lectures, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, qu'est-ce qui va se passer au niveau économique, au niveau financier, au niveau social, au niveau sanitaire, au niveau de l'humanité en général, au niveau de notre vie au quotidien, au niveau de nos projets, au niveau des comportements des gens, au niveau de l'évolution des relations géostratégiques, des situations de chaque pays. Moi, je pense qu'il faut savoir se positionner, savoir anticiper, savoir développer donc des capacités de prospection et de lecture prospective pour pouvoir se préparer à ces changements, à ces transformations qui vont avoir lieu dans ce monde. Tout d'abord, essayons de situer les choses. Aujourd'hui, donc, nous sommes en train de vivre une crise sanitaire mondiale. Cette crise sanitaire n'est pas la première.
dans l'histoire de l'humanité, il y a eu d'autres crises sanitaires et on se rappelle tous de la peste, du choléra, donc de la grippe espagnole. On se rappelle, on n'a pas vécu, mais on se rappelle de ce que nous avons appris, de ce que nous avons lu. Et donc, il y a eu toujours des pandémies, des épidémies qui se sont développées, propagées au niveau mondial. On sait que la grippe espagnole, par exemple, a tué donc des millions de personnes. C'était une catastrophe, au vrai sens du mot, une catastrophe humanitaire. Et à la suite de la grippe espagnole, il y a eu donc la crise 29, la fameuse crise 29. Bon, il y a d'autres raisons à la crise 29, notamment tout ce qui se rapporte à la spéculation, au comportement déviant dans le marché boursier. Et la crise 29, c'est l'une des crises les plus marquantes au niveau économique quand on se réfère à l'histoire de l'économie. Donc la crise 29 est incontournable dans l'histoire de l'économie mondiale. Donc la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre maintenant n'est pas quelque chose qui est vraiment nouvelle, c'est pas un phénomène que nous n'avons jamais vécu, que l'humanité n'a jamais vécu. Certes, il y a des particularités aujourd'hui. Il y a des particularités parce que, à la différence, par exemple, si on prend en compte donc les événements historiques, si on prend en compte, par exemple, ce qui s'est passé au niveau des années donc du début du XXe siècle jusqu'à la crise 29, donc la grippe espagnole, quand il y a eu cette pandémie, le monde ne vivait pas de la même manière que maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une mondialisation, il n'y avait pas une ouverture des frontières, chaque pays évoluait dans son territoire, dans son espace géographique, donc il n'y avait pas des interactions assez élevées entre les pays. Il y avait des échanges économiques, il y avait des échanges au niveau commercial, mais pas aussi développés que les échanges actuels. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une mondialisation, il y a un développement technologique, un progrès technologique, et à partir de là, donc, il y a des échanges qui se produisent à chaque instant entre les différents pays de ce monde. Donc nous sommes interreliés, nous sommes interconnectés. Aujourd'hui, avec Internet, avec la 4G, avec la 5G, donc le monde est devenu un village. Ça, nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, ça a été répété, avec les moyens de transport aussi, avec la logistique. Nous vivons dans un monde qui est en perpétuelle mutation, perpétuelle transformation, mais aussi en perpétuelle interaction et relation entre les différents pays. Donc, s'il y a une crise mondiale, certainement, on va être touché par cette crise mondiale et on va être dépendant de l'évolution des choses au niveau mondial. Donc, cette crise est particulière. Donc, la crise d'aujourd'hui, la crise sanitaire, la crise due au Covid-19 et tout ce qui est en train de se passer par rapport à ce virus, par rapport à cette pandémie. La différence, donc, majeure, premièrement, c'est que nous sommes dans un monde qui est différent aujourd'hui, dans un espace mondialisé où tous les pays sont interconnectés et sont en perpétuelle transaction, relation, donc au niveau mondial et international. Alors, ça premièrement. Deuxièmement, donc aujourd'hui, si on voit un petit peu comment est répartie l'économie mondiale, il y a des superpuissances, il y a des pays qui sont, je dirais, des pays émergents, il y a des pays en développement, il y a des pays pauvres. Donc on continue plutôt avec ce genre de classification, mais il y a vraiment des guerres ouvertes entre des superpuissances, notamment entre les États-Unis et la Chine. Personne ne peut nier que ces deux pays sont en concurrence et il y a des choses qui se passent entre eux, donc au niveau politique, au niveau commercial, même aussi avec l'Union européenne. Il y a aujourd'hui beaucoup de considérations, beaucoup de calculs, beaucoup d'intérêts qui sont, je dirais, calculés par rapport à des attentes au niveau national, par rapport à des objectifs, par rapport à des questions de souveraineté nationale. Et à partir de là, donc, le contexte n'est pas anodin. Donc, le contexte aussi est très particulier. Et aujourd'hui, donc, il y a une course vers le progrès, vers l'hégémonie, vers donc le développement
technologiques aujourd'hui, qui contrôle la 5G, qui va contrôler la 6G, qui est en train de contrôler les réseaux au niveau international, qui est en train de contrôler, de gérer la donnée. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la data, de la big data, des enjeux autour de la big data. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle beaucoup de tout ce qui se rapporte au digital, au numérique. Aujourd'hui, le contexte est vraiment très particulier. Et troisièmement, la particularité aussi de cette crise, c'est qu'elle nous a imposé un confinement total. Donc cette question de confinement total un peu partout dans le monde, euh, de, si on se réfère à l'histoire de l'humanité, on n'a pas vécu vraiment des confinements pareils. C'est-à-dire que certainement, il y a eu des précautions, il y a eu des gestes, il y a eu des distances. Au niveau social, il y a eu quelques décisions au niveau de la distanciation sociale dans certains pays à travers l'histoire, mais pas de cette ampleur, mais pas avec cette manière. Aujourd'hui, ça fait plus qu'un mois que, au niveau international, l'ensemble des pays vivent dans une situation de confinement, c'est-à-dire que les gens sont bloqués, sont fixés chez eux, de peur que le virus se propage. Et à partir de là, donc, si les gens sont fixés chez eux, c'est qu'il n'y a pas de consommation, derrière il n'y a pas de production, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de création de richesse. Donc ce confinement généralisé, un peu partout dans le monde, a donné un coup d'arrêt donc à l'économie mondiale et à l'économie nationale, parce que l'économie tourne grâce donc à la production, grâce à la consommation qui vient à l'origine des opérations de production. La production elle-même incite l'investissement. L'investissement crée de l'emploi. L'emploi génère des revenus et donc à partir de ces revenus, les gens consomment, les gens font tourner l'économie comme on dit et donc créent ce qu'on appelle des cercles vertueux en économie et donc entraînent des croissances, entraînent donc un développement économique. Donc aujourd'hui, si on est en confinement, on ne peut pas consommer librement, régulièrement et normalement. Et derrière, l'appareil productif s'arrête ou bien travaille ou tourne au ralenti. Et ça fait une destruction de valeur, une destruction de richesse si ça dure dans le temps. Ça fait aussi donc des pertes. Ça fait aussi donc des prémices d'une récession économique au niveau mondial, au niveau national aussi, et ça fait aussi donc éventuellement les prémices d'une perte d'emploi assez importante. Là, il y a des chiffres qui sont vraiment alarmants par rapport au fait coût d'emploi donc en 2020. Donc, nous sommes dans un mouvement de destruction de valeurs à cause de cette crise sanitaire qui nous a obligés à être confinés et à ne plus travailler, en même temps à ne plus consommer normalement, et derrière, donc, comme j'ai dit, pas de production, pas de cadence de production au sens normal, avec des rythmes que nous connaissons, pas d'investissement et pas de création de richesse. Donc là, je vais essayer de partager avec vous quelques slides pour vous montrer un petit peu donc l'ampleur des dégâts, donc au niveau économique, de ce que nous sommes en train de constater, de voir. Donc aujourd'hui, par exemple, donc il y a des chiffres qui sont en train de sortir, qui sont vraiment des chiffres alarmants, des chiffres qui peuvent nous donner un avis ou donner une idée sur donc ce qui risque de se passer. Donc là, vous voyez donc les projections en termes de croissance économique. Donc nous sommes là en 2020 pour tout ce qui est pour l'économie globale. Donc en 2020, donc
on s'attend donc à moins 3% de décroissance. Donc, la croissance va être négative éventuellement en 2020. En 2019, elle était de 2,9%. Donc, on va être à moins 3% en 2020 d'après les prévisions, donc les plus sérieuses. Et puis en 2021, peut-être, et si la crise prendra fin, si on va reprendre nos activités donc à un rythme normal, nous serons à plus 5,8%. Vous savez tous qu'après une année de croissance négative, donc la moindre embellie, la moindre stabilité va engendrer certainement donc une croissance positive. Donc au niveau des économies avancées, donc on s'attend à une récession, à une décroissance plutôt de moins 6,1% en 2020. Il y avait une croissance de 1,7% en 2019 et en 2021, éventuellement, si les choses vont se stabiliser, vont s'améliorer, donc on sera donc à plus 4,5%. Ça, ce sont les prévisions du FMI. Et puis donc pour tout ce qui est économie marché émergent, tout ce qui est économie en développement. En 2019, nous étions à 3,7%. Éventuellement, en 2020, donc, nous serons à moins 1%, moins 1 point de croissance. Et en 2021, donc, nous serons à 6,6% de croissance économique. Si les choses se stabilisent, on aura donc une relance éventuelle. Un autre graphique que je pourrais partager avec vous pour vous montrer aussi les prévisions que nous sommes en train de projeter, de voir, de constater, d'étudier au niveau international, au niveau économique international. Donc voilà, si vous avez donc le document à côté donc affiché devant vous, voilà. Donc là, par exemple, je vais essayer de projeter ce document-là. Voilà. Donc voilà. Je crois que c'est bien projeté. Je vais refaire. Voilà. Donc là, vous avez, donc, si on se réfère à la crise de 2008, la crise des subprimes, la crise financière, donc voilà la décroissance qu'il y a eu donc pour les économies avancées en bleu foncé et pour les économies et les marchés émergents en bleu clair et donc par rapport à ce qu'on s'attend par rapport à cette crise. Donc vous voyez, pour les économies avancées, par rapport relativement, cette crise sera plus impactante, plus grave que la crise financière de 2008. Donc on s'attend vraiment à une décroissance assez lourde, assez conséquente par rapport à 2008. Pareil pour les économies et les marchés émergents. Donc on aura aussi en 2020 une décroissance et puis donc qui est vraiment plus dur que ce qui s'est passé en 2008-2009 où il n'y a pas eu vraiment une décroissance pour les marchés émergents suite à la crise financière. Donc il y a un autre graphique et je vais terminer là-dessus au niveau de ces premiers graphiques. Donc c'est par rapport à la croissance par pays, ce qui est attendu en 2020. Voilà, donc en 2020, voilà ce qui est attendu au niveau de la croissance économique par pays. Voilà, donc on peut voilà, le graphique est devant vous. Donc là, par rapport aux États-Unis, donc si vous voyez, on s'attend à une décroissance de 5,9, c'est-à-dire moins 5,9% de décroissance économique. En 2019, les États-Unis ont enregistré une croissance de 2,3, sachant que 2020, c'est une année électorale aux États-Unis et Donald Trump mise beaucoup sur la croissance et le développement économique. Et avant la crise sanitaire, avant le Covid 2019, donc il y a eu des prévisions qui étaient vraiment très positives en 2020. Ces prévisions sont en train d'être effacées par rapport à l'évolution des choses et on sera aux États-Unis à moins 5,9%. Pour 2021,
On espère une relance de 4,7% si les choses vont s'améliorer. Au niveau de la France aussi, on a une décroissance assez importante, moins 7,2%, c'est énorme en 2020. En Italie, c'est moins 9,1%, en Espagne, c'est moins 8%, et en Allemagne, c'est moins 7,5%. En Grande-Bretagne, c'est moins 6,5%. Au Canada, c'est moins 6,2%. Et puis, donc, pour les autres économies développées, c'est moins 4,5%. Pour les pays en voie de développement, donc vous avez ou bien les marchés émergents comme la Chine, par exemple, qui reste aujourd'hui un marché émergent et qui reste donc une puissance économique. Donc, la Chine était à 6,1% en 2019, elle sera à 1,2%, donc encore une croissance positive, mais très faible par rapport à ce qui se faisait en Chine avant. Par contre, on espère une relance assez vigoureuse en 2021. On parle de 9,2% si les choses vont bien. Pareil pour l'Inde, donc on espère une croissance positive mais relativement faible pour 2020 et une relance en 2021. Alors, dans ce schéma, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce groupe de pays. Ce qui nous intéresse, nous, donc la Tunisie, c'est vraiment c'est ce groupe de pays, c'est l'Allemagne, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est principalement les pays européens avec lesquels on a des relations, notamment l'Allemagne, la France et l'Italie qui sont nos premiers partenaires, que ce soit en termes d'approvisionnement ou bien en tant que client. Alors, on remarque que la France, par exemple, avec laquelle on a un excédent commercial, on a eu un excédent commercial et on a d'une manière historique un excédent commercial avec la France. L'année dernière, c'était à peu près 3 milliards de dinars. Donc, la France va enregistrer éventuellement et fort probablement une décroissance de moins 7,2%. L'Allemagne, c'est moins 7%. Et l'Italie, c'est moins 9,1%. L'Italie, nous avons beaucoup de relations commerciales avec l'Italie. Je rappelle qu'en 2019, on importait du carburant et des produits, je dirais, du pétrole raffiné parce que il y a eu des problèmes au niveau de la station de raffinage de la Styre dans le gouvernorat de Bizerte. Donc, la Tunisie importe de plus en plus de produits et de pétrole raffiné. Parmi les pays avec lesquels nous sommes en relation commerciale concernant ce genre de produits, c'est l'Italie. Donc l'Italie sera en décroissance et souffre beaucoup, l'Italie, de cette crise sanitaire. Vous savez que c'est l'un des pays les plus touchés. En plus, c'est un pays proche. Donc là, vous voyez, moins 7,2%, moins 9,1%, ça va toucher directement la Tunisie. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire là, par rapport à notre pays maintenant, c'est que ce qui risque de se passer, c'est que nous allons avoir une crise économique due à l'arrêt de l'activité en interne, c'est-à-dire il y aura moins de consommation, moins de production, moins d'investissement, les gens sont confinés, les entreprises ne tournent pas, donc sauf quelques-unes, sauf quelques secteurs qui sont vitaux. Donc nous allons avoir un problème de récession due donc à un arrêt de l'activité au niveau national, mais nous serons impactés aussi par ce qui se passe chez nos partenaires. C'est-à-dire que même si on reprend, nous, en Tunisie ici, si, imaginons que le 3 mai, donc, il y aura un déconfinement partiel et progressif qui va se passer. Imaginons qu'au mois de juin, on va reprendre le travail quasi normalement, donc avec quelques restrictions, quelques gestes barrières, quelques préoccupations au niveau sanitaire, quelques alertes, mais on reprend le travail relativement. Ça ne veut pas dire que on va espérer, on va trouver vite une relance au mois de juin prochain. La crise, elle est là, elle est profonde, elle va être encore plus profonde, et même si ça repart un petit peu à notre niveau, au niveau de la production, on est dépendant d'autres marchés, d'autres pays. On est dépendant de la France, on est dépendant de l'espace européen, on est dépendant aussi de la Chine. On importe beaucoup de la Chine, on a un grand déficitaire de la Chine qui dépasse les 3 milliards de dinars. Les transports et puis tout ce qui est logistique, ça ne reviendra pas comme avant assez rapidement. Donc en 2020, il va y avoir des problèmes tout au long de l'année. Moi, je ne pense pas que ça va reprendre
repartir assez vite. Nous aurons donc un transport aérien qui va être vraiment impacté, touché, bridé, altéré par cette crise, et je vais parler du secteur aérien tout à l'heure, et aussi au niveau logistique, au niveau des comportements des gens, au niveau des relations avec les pays, au niveau géostratégique, au niveau commercial. Moi, je pense que les problèmes sont assez profonds et les solutions, c'est pas uniquement dans nos mains, c'est aussi par rapport à la situation de nos partenaires. Après, donc, si on parle au niveau sectoriel, moi je me réfère toujours à un grand économiste autrichien qui est devenu américain après, Joseph Schumpeter, qui parlait de la destruction créatrice. Pour Joseph Schumpeter, au moment d'une crise, il y a toujours des phases de destruction et des phases de création qui viendront après la destruction. Donc il y aura une destruction, mais il y aura aussi une création. Donc moi je pense que là nous sommes dans la phase de la destruction au niveau économique, au niveau de la crise. Donc il y a des secteurs qui sont très importants, qui sont en train d'être vraiment lourdement touchés par cette crise, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs qui sont vraiment assez stratégiques, et là, la crise les touche d'une manière assez frontale. Si on prend par exemple le secteur du transport, le transport aérien notamment, vous savez qu'aujourd'hui nous sommes à l'arrêt, quasi à l'arrêt au niveau international, donc il y a des aéroports qui sont fermés, il y a des vols qui se font plus, il y a un trafic aérien qui est vraiment lourdement handicapé, et à partir de là, donc c'est un secteur qui est vraiment touché parce que les compagnies aériennes ont des charges fixes qui sont importantes et elles ne peuvent pas se permettre de rester 3 ou 4 ou 5 semaines sans avoir donc des vols réguliers, sans avoir un trafic normal. Et puis, même si ça va retourner après, ça va pas être avec la même cadence qu'avant la crise sanitaire, avant la crise du Covid-19. Et au niveau international, il y a des compagnies qui se portent bien, mais il y a des compagnies qui se portaient déjà mal avant la crise sanitaire. Notamment en Tunisie, nous avons des problèmes au niveau de Tunisair. Ces problèmes sont récurrents, ces problèmes sont assez lourds. Nous avons une compagnie nationale avant la crise sanitaire qui était vraiment déjà en mauvaise situation, beaucoup de charges fixes. On parle de 8400 salariés dans ce groupe. On parle de charges salariales qui sont vraiment énormes, et on parle d'un décalage entre les recettes et les dépenses de cette entreprise et une situation financière assez tendue avec des problèmes techniques, des problèmes au niveau de la maintenance des avions. C'est pour ça que la flotte ne tourne pas à 100%, donc c'est uniquement des avions, c'est-à-dire il y a des avions qui sont cloués au sol pour des problèmes techniques, pour des problèmes de maintenance. Donc la compagnie ne tourne pas avec l'ensemble de sa flotte. Donc Tunisair souffrait beaucoup et va encore souffrir par cette crise, parce que cette crise va l'impacter directement au niveau du transport, au niveau aussi d'autres secteurs qui vont être touchés, qui vont impacter donc le transport aérien et la compagnie nationale, notamment le tourisme qui représente quand même 10% du PIB tunisien, et d'une manière indirecte qui dépasse les 15%, parce que le tourisme fait travailler d'autres secteurs d'activité, fait travailler donc le transport, la logistique, quelques industries, et le tourisme est parmi les secteurs les plus touchés par cette crise. Je rappelle qu'en 2019, par exemple, nous avons réalisé à peu près 4 milliards de dinars de recettes touristiques. Donc en devise, ça fait une somme assez considérable, et c'est grâce au tourisme que nous avons pu consolider nos réserves en devises. En 2020, on s'attend donc vraiment à une récession, à une crise au niveau du secteur touristique. Je rappelle que le secteur touristique en Tunisie fait travailler à peu près 450 000 personnes d'une manière directe. On parle aussi d'1 million de Tunisiens qui vivent grâce au tourisme. Donc imaginez l'impact de cette crise sur le secteur touristique. Le tourisme est vraiment touché, les métiers du voyage sont touchés, mais aussi le secteur énergétique qui est fortement touché. Vous avez suivi la baisse du baril
du pétrole, donc au niveau du prix, au niveau des mouvements, donc une baisse assez importante. Donc les revenus des pays pétroliers vont baisser. Et puis donc aussi les entreprises, les compagnies qui opèrent dans le secteur vont être touchées par cette crise. Donc le secteur énergétique est fortement touché par cette crise sanitaire et cette crise économique. Il y a aussi des industries qui sont quasiment à l'arrêt, notamment l'industrie automobile. Toujours dans les crises, dans les moments de crise, l'industrie automobile est touchée, parce que fortement touchée, fortement impactée, parce que c'est des industries qui sont lourdes, parce qu'il y a une nécessité de capacité de stockage, il y a une nécessité d'assumer des charges fixes importantes. Donc, s'il n'y a pas de vente dans l'automobile, ça va s'alourdir au niveau des charges et ça va engendrer des pertes assez colossales. Donc, le secteur automobile est touché. D'autres industries aussi sont touchées. Et puis, donc, il y a des métiers qui sont touchés. Il y a des métiers au niveau libéral, il y a des métiers au niveau commercial. Il y a des métiers que nous connaissons aujourd'hui qui sont fortement touchés. D'ailleurs, on parlait même avant des changements au niveau des métiers. Il y a des métiers qui vont disparaître et d'autres qui vont réapparaître ou bien se développer ou muter, ou bien de nouveaux métiers qui vont apparaître et se développer. Donc, certainement au niveau des métiers, il y a un changement profond au niveau de la cartographie des métiers au niveau international, surtout avec le développement technologique, avec le numérique, le digital. Je vais en parler parce que c'est intéressant pour les étudiants, c'est intéressant pour les chefs d'entreprise, c'est intéressant pour les opérateurs économiques de savoir que donc dans l'avenir, il va y avoir des changements assez importants au niveau des métiers qui vont se développer, d'autres qui vont disparaître. Donc, voilà un petit peu les secteurs qui risquent d'être vraiment fortement touchés par cette crise. Mais, comme je l'ai dit, il y a donc ce mouvement de création qui peut être consolidé si on sait l'anticiper, si on sait un petit peu l'entretenir. Donc, j'ai parlé de la destruction provoquée par la crise, mais aussi il y aura de la création. Il y aura un après-crise, il y aura des opportunités, il y aura certainement des choses à faire, il y aura des choses nouvelles à faire, il y aura des changements profonds au niveau de la vie des gens, il y aura de nouveaux besoins qui vont être développés, il y aura de nouvelles attentes, il y aura de nouvelles priorités. Donc moi, je pense qu'il faut gérer la crise, il faut une gestion de la crise et un savoir-faire derrière la gestion de la crise. Il y a des règles, c'est scientifique une gestion de la crise, c'est pas du tâtonnement, c'est pas quelque chose qui se fait à l'aveuglette. C'est là où le bas blesse. D'ailleurs, en Tunisie, on est en train de remarquer qu'il n'y a pas vraiment un commandement central, qu'il n'y a pas une unité dans ce commandement-là, il n'y a pas une gestion de la crise en Tunisie. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une double crise sanitaire et économique, mais on n'est pas en train de voir, on n'est pas en train de constater qu'il y a vraiment, je dirais, un commandant et avec donc une équipe, avec des instances, avec un centre, avec, comme on dit, donc une chambre de guerre, qu'on appelle un war room, c'est-à-dire donc une centrale où on peut commander, où on peut donc prendre décision d'une manière concertée, d'une manière structurée, d'une manière par anticipation, en développant une vision, une stratégie. Donc ça, il y a une défaillance par rapport à ça en Tunisie. On est en train de le constater et de le voir dans d'autres pays. Par contre, en Tunisie, on n'est pas en train de constater qu'il y a vraiment une vraie gestion de la crise. Donc, c'est là où le bas blesse en Tunisie. Il faut gérer la crise, il faut faire face à cette crise, il faut donc un centre de commandement, il faut un commandant en chef, il faut des personnes qui sont habilitées, qui sont préparées, il faut une stratégie, il faut tracer aussi des objectifs, il faut avoir une vision, il faut avoir une capacité de suivi, de gestion de cette crise. Et comme je l'ai dit, donc, il y a l'après-crise, il faut commencer à la préparer dès maintenant, il faut anticiper la création donc qui va se produire. Il faut anticiper la relance. Certainement, il va y avoir des changements. Certainement, il va y avoir de nouvelles orientations. On parle beaucoup du numérique. On parle beaucoup de la digitalisation de l'économie, des pays, des entreprises. Avant la crise sanitaire du Covid
2019, on était en plein projet de digitalisation en Tunisie notamment. Dans le monde, ça a beaucoup bougé, ça bouge encore. On parle beaucoup de numérisation, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle de biotechnologie, on parle de nanotechnologie, on parle de la robotique. Donc, c'est des domaines qui sont très porteurs, c'est des domaines qui sont innovateurs, c'est des domaines qui vont nous changer la vie. Quand je vois aujourd'hui qu'une entreprise comme Netflix, elle est en train de, vous connaissez tous Netflix, vous regardez les séries de Netflix. Netflix aujourd'hui, son chiffre d'affaires a dépassé le chiffre d'affaires d'ExxonMobil. ExxonMobil, une entreprise mondiale, une entreprise ancienne qui opère dans un secteur aussi important que le secteur pétrolier. Netflix fait un chiffre d'affaires supérieur et des performances supérieures à ExxonMobil. Donc, il y a des transformations. Déjà, on est en train de l'apercevoir aujourd'hui. Tout ce qui est technologique, tout ce qui est digital, ça n'a pas été touché. C'est pas encore, les impacts ne sont pas encore importants comme c'est le cas pour d'autres secteurs d'activité. Nous sommes en train de voir, au contraire, que les gens en confinement recourent de plus en plus donc aux sociétés, aux entreprises, aux startups qui développent des services en ligne, tout ce qui est distribution, tout ce qui est service, tout ce qui est banque en ligne, tout ce qui est organisme financier en ligne. Aujourd'hui, donc les entreprises, les startups qui ont développé donc une certaine présence digitale, qui ont développer un petit peu leur digitalisation, leurs approches numériques, sont en train de gagner de nouveaux clients, sont en train de gagner de nouvelles donc parts de marché. Donc aujourd'hui, les transformations, la création va se faire au niveau de ces secteurs, au niveau vraiment du numérique, du digital. Il faut se positionner, il faut aller vite dans ces domaines-là parce que déjà nous avons perdu beaucoup de temps en Tunisie. Nous sommes en train de le constater. Aujourd'hui, le Tunisien est devenu de plus en plus féru d'outils technologiques, de réseaux sociaux, d'applications. Il faut profiter de la situation pour s'engouffrer un peu plus dans la brèche. Il faut savoir aujourd'hui adopter une culture du numérique, du digital. Il faut sensibiliser, il faut changer les comportements, il faut investir, il faut aussi libéraliser ces secteurs, il faut prévoir des incitations au niveau fiscal notamment, il faut alléger les procédures, il faut encourager les jeunes à créer leur start-up et à se développer dans le numérique, dans le digital. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'intelligence artificielle, on parle des transformations qui sont opérées grâce à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé des métiers. D'ici 2030, certainement, il y a 60 à 80% des métiers actuels qui vont disparaître et de nouveaux métiers qui vont apparaître. Donc certainement des métiers comme le métier d'expert comptable ou même la médecine ou d'autres métiers au niveau des entreprises, les secrétariats par exemple, tout ce qui est assistance, tout ce qui est logistique, tout ce qui est fonction donc intermédiaire, ça risque de changer ou de disparaître et certainement il y aura de nouveaux métiers qui vont apparaître, qui vont se développer avec lié à tout ce qui est donc big data, lié à tout ce qui est intelligence artificielle, lié à tout ce qui est numérique. Donc aujourd'hui, ça sera, et demain, ça sera des machines, des robots qui vont remplacer les hommes dans certaines tâches. Donc l'homme aura d'autres choses à faire. Ça ne veut pas dire que l'homme ne va plus travailler ou va disparaître de la circulation, mais certainement l'homme aura des choses à faire ou de nouvelles choses à faire. Donc on va plus vers le digital, vers le numérique. C'est incontournable, ça va être vital. Donc il faut s'y préparer, il faut aller vers ces domaines-là. Il faut se développer aussi ou développer les industries médicales, les industries pharmaceutiques. En Tunisie, nous avons un potentiel assez important. Aujourd'hui, on se rend compte avec cette crise que on ne fabrique plus rien chez nous. La France a fait des constats terribles. Ils n'avaient même pas de masque, même pas de gants, même pas de gel. Ils n'avaient rien. Ils importaient tous ces produits-là de l'étranger, notamment de la Chine. La Chine est devenue l'usine du monde. Et donc aujourd'hui, beaucoup de décideurs se rendent compte qu'il faut que certaines industries reviennent. Et c'est là où c'est intéressant. C'est là où c'est intéressant pour nous, la Tunisie, c'est de pouvoir se positionner, de pouvoir se présenter comme une alternative par rapport
donc au marché asiatique par rapport au marché chinois. Pourquoi? Et je vais essayer de terminer avec cette idée qui est vraiment très importante pour moi. Aujourd'hui, beaucoup de gens constatent et disent que voilà, la Chine va gagner à travers cette crise et va sortir gagnante de cette crise. Moi, je ne le pense pas. Je ne le pense pas vraiment. Je pense que la Chine sera l'un des plus grands perdants de cette crise. Pourquoi? Parce que d'abord, l'épidémie, donc que ce soit le SRAS ou bien le SRAS-CoV et tout ce qui s'est propagé avec, tout ça, c'est parti de la Chine. De leur comportement, de leur train de vie, avec leur manière de faire, de voir. On ne sait pas s'il y a des laboratoires qui ont travaillé sur ça. Aujourd'hui, l'idée commence à rejaillir, commence à être partagée. Aujourd'hui, il y a des décideurs au niveau international qui parlent de ça. Vous avez entendu Donald Trump, vous avez entendu Macron, vous avez entendu le professeur Montagnier. Donc, on parle aujourd'hui d'une sorte de machination, de complot par rapport au fait que ce virus a été fabriqué, a été conçu dans des laboratoires. Donc il faut prendre au sérieux ce discours, c'est pas vraiment des rumeurs ou bien, je dirais, un fait divers, c'est vraiment des décideurs au niveau international qui commencent à parler de ça et à évoquer ça. Donc certainement ça va prendre de l'ampleur et on parle de services de renseignement qui commencent à travailler là-dessus. Donc la Chine va être certainement responsabilisée par rapport à l'émergence et par rapport à la propagation de cette épidémie, mais aussi par rapport à sa gestion défectueuse de cette crise. On se rend compte aujourd'hui que la Chine nous a donné beaucoup de mauvaises informations, beaucoup de chiffres qui n'étaient pas vrais. Les médecins disent que les approches au niveau médical et scientifique n'étaient pas bonnes, c'est-à-dire que l'expérience qui a été transmise par les médecins chinois n'a pas aidé les médecins français ou bien allemands ou bien américains à mieux connaître, à mieux comprendre donc ce virus. Et donc leur réaction était vraiment mitigée par rapport aux lectures faites et par rapport aux informations envoyées par les Chinois. Donc aujourd'hui, on se rend compte que la Chine, au niveau médical, n'est pas aussi fiable que ça et que peut-être il y a eu une gestion ou mauvaise gestion ou des mensonges au niveau de la gestion de la crise sanitaire. Et puis, on se rend compte aussi que la Chine est vraiment très opaque au niveau de son système de décision, de son système de commandement. On ne connaît pas très bien les intérêts cachés. On imagine qu'il y a des intérêts cachés. On imagine qu'il y a des calculs faits. Donc, le monde ne va plus avoir la même confiance qu'avant par rapport à ce pays-là. Moi, je pense que la France, l'Europe, les États-Unis vont changer leur relation avec la Chine et la Chine ne va pas sortir gagnante de cette crise. Et c'est là où il faut savoir prendre position et donc, je dirais, saisir l'opportunité. Parce que c'est ça l'idée, c'est qu'après une crise, il va y avoir certainement des opportunités qu'il faut savoir saisir. Donc, à mon avis, pour la Tunisie, il faut qu'on se positionne et il faut qu'on se développe comme une sorte d'alternative par rapport à ce qui se fait en Chine. On ne peut pas se dupliquer le modèle chinois, on ne peut pas faire tout ce que les Chinois sont en train de faire, mais on peut prendre quelques industries, quelques activités économiques, on peut prendre je dirais, quelques services et on essaie de se développer pour présenter à l'Occident une alternative, pour présenter à l'Occident un marché différent, avec un fonctionnement différent, des règles différentes. Nous sommes relativement plus proches du monde occidental dans nos comportements, dans notre façon de vivre que de la Chine. Nous avons une culture européenne, une culture occidentale plus développée que la culture chinoise chez nous. Et à partir de là, nous pouvons, je dirais, profiter de ce déclin éventuel ou de cette perte de confiance entre la Chine et le reste du monde, et notamment avec l'Occident, pour se positionner, pour se proposer en tant que solution alternative, en tant que pays
capable de subvenir aux besoins de ces pays-là. Un pays plus proche, nous sommes plus proches de l'Europe que la Chine, nous sommes plus proches aussi d'autres pays occidentaux que la Chine, et nous pouvons se constituer comme, donc, je dirais, une alternative par rapport à la Chine et par rapport à certains pays asiatiques. Donc, il faut travailler là-dessus, il faut voir un petit peu ces industries qui sont utiles, qui sont nécessaires, qu'on peut développer ici. Le Maroc commence à travailler là-dessus avec l'industrie se rapportant à la fabrication des bavettes, des masques, des tests et tout ça. D'autres pays africains aussi, le Sénégal, d'autres pays sont en train de se développer par rapport à ces questions médicales, pharmaceutiques et tout. Et donc, à partir de là, nous avons intérêt à aussi prospecter, voir, anticiper ces relations internationales, leur évolution et se positionner comme une alternative. Il y a des industries qu'on pourrait consolider, qu'on pourrait vraiment faire bien développer en Tunisie. Les industries pharmaceutiques, on a déjà un historique, on a des entreprises dans l'industrie pharmaceutique qui sont vraiment florissantes, qu'il faut consolider et d'autres qu'il faut créer. Il faut aller vers ce créneau. Il faut que l'État donne des incitations, il faut que l'État aide, accompagne, il faut qu'il y ait des financements de la part de banques, mais aussi de fonds d'investissement pour les gens qui veulent créer des unités dans l'industrie pharmaceutique ou parapharmaceutique. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là. Il y a des débouchés qui sont assez importants. Et puis, il faut aussi aller vers les énergies renouvelables. Ça, en Tunisie, on a un potentiel énorme et on a légiféré, on a je dirais, anticipé le fait que ça va être l'énergie du futur, mais au niveau réalisation, on reste très faible. Donc, par rapport à des pays aussi qui sont des pays proches de nous, comme le Maroc ou bien l'Égypte, nous sommes en retard et nous devons miser sur ces énergies renouvelables, l'énergie solaire, l'énergie qui se rapporte à tout ce qui est donc, je dirais, biotechnologie, bioéthanol. Donc, on doit aller tout ce qui est éolienne, énergie éolienne. Donc, il faut aller vers ce genre d'énergie, l'énergie verte. Et il faut aussi développer la technologie. Moi, je prends toujours un modèle que j'ai appelé le modèle SOTEM, c'est-à-dire solaire, technologie médicale, c'est-à-dire se référer à David Ricardo qui parlait des avantages comparatifs et miser sur nos avantages comparatifs pour créer une valeur ajoutée, c'est-à-dire prendre le secteur, par exemple, médical, le secteur technologique et le secteur de l'énergie renouvelable et vraiment investir massivement dans ce secteur-là en donnant des privilèges, en donnant des incitations, en donnant un encadrement à toute personne, à tout opérateur économique qui se développe dans ce secteur-là pour créer vraiment des pôles au niveau médical, au niveau de l'industrie pharmaceutique, au niveau énergétique et au niveau donc technologique en Tunisie. Voilà. Donc moi je vois que les choses peuvent être aussi positives à partir du moment où il va y avoir des opportunités qu'il faut savoir saisir et en même temps il faut gérer cette crise et gérer cette destruction. On n'est pas les seuls à les subir. Deux derniers points pour terminer. Premier point, c'est que l'entreprise, il faut savoir la préserver. Aujourd'hui, c'est pas normal qu'on attaque l'entreprise en Tunisie, c'est pas normal qu'on attaque les hommes d'affaires, c'est pas normal qu'on attaque les chefs d'entreprise, c'est pas normal qu'on attaque l'entrepreneur. Aujourd'hui, en Tunisie, on doit être fier de nos entreprises, on doit être fier de nos hommes d'affaires. S'il y a des hommes d'affaires véreux, s'il y a des entreprises qui ne respectent pas la loi, il faut donc les sanctionner, il faut faire respecter la loi, mais c'est pas une raison de diaboliser tout le monde des affaires. Nous avons besoin de toutes nos entreprises, c'est l'entreprise qui crée la richesse, c'est l'entreprise qui distribue les revenus, c'est l'entreprise qui crée l'emploi. S'il n'y a pas d'entreprise, il n'y aura pas d'emploi, il n'y aura pas de salaire, il n'y aura pas de revenus, il n'y aura pas de travailleurs, il n'y aura pas de travail. Donc, il faut être clair là-dessus. Si les entreprises, en général, l'entreprise est dans l'obligation de payer ses salaires et elle le fait. C'est pas quelque chose de privilégié. Mais s'il y a des problèmes majeurs, s'il y a des crises majeures, s'il y a une destruction de valeur, s'il y a une récession, les entreprises vont souffrir aussi. Et il faut savoir prendre ça en compte. Donc, pour les gouvernants en Tunisie, ils ont intérêt à donner beaucoup plus d'importance à l'entreprise et à se placer comme objectif le fait de ne pas perdre aucune entreprise durant cette crise. C'est ce qui est en train de se faire ailleurs dans d'autres pays relativement plus développés que nous. Les gouvernants sont en train
de protéger donc leurs entreprises et en même temps protéger les emplois et protéger le travailleur aussi. L'un n'empêche pas l'autre. Et puis aussi, dernier point, c'est que les gouvernants doivent être à la hauteur de ces événements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la part du gouvernement tunisien, on est en train de constater que les réactions sont, la réactivité n'est pas toujours au rendez-vous et que les mesures prises ne sont pas vraiment des mesures assez conséquentes. C'est des mesurettes. C'est des mesurettes et d'ailleurs beaucoup de mesures ne sont pas en train d'être appliquées à la lettre. Le chef du gouvernement a annoncé donc il y a 15 jours dans son discours un ensemble de mesures et aujourd'hui on se rend compte que ces mesures ne sont pas en train d'être appliquées, notamment en matière d'accompagnement des PME, notamment en matière de financement, notamment en matière d'engagement et des dates d'engagement au niveau de la CNSS, au niveau de l'impôt. Il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup de zones d'ombre. Hier, donc le délai a été changé à la dernière minute au niveau de la CNSS. Donc il y a une certaine navigation à vue. Parfois, il y a des décisions qui sont parachutées, parfois il y a des décisions qui sont pas claires du tout. Donc au niveau du gouvernement, au niveau des gouvernants en Tunisie, on doit être plus soudé, plus cohérent. On doit avoir de la profondeur, on ne doit pas être des mains tremblantes, on doit être capable de gérer cette situation. Aux États-Unis, ils ont injecté l'équivalent du 20% du PIB américain, c'est énorme, 20% du PIB américain, ça a été injecté dans l'économie tunisienne pour éviter donc la crise de la liquidité. Et pareil, donc au niveau tunisien, il faut que la Banque centrale, avec le gouvernement, puisse se coordonner pour une politique monétaire, une politique économique conjoncturelle assez pertinente au niveau de sa capacité ou de leur capacité à faire face et à endiguer donc cette crise. Aujourd'hui, on parle beaucoup du quantitative easing, de la monnaie hélicoptère, c'est-à-dire le fait que les banques centrales vont faire tourner la planche à billets, vont acheter des bons de trésor pour fournir de la liquidité aux banques. Les banques vont arroser aussi leurs clients pour leur permettre de financer leur consommation, leur investissement. Donc comme ça, on va maintenir l'économie et on va lui permettre de tourner. Mais notre gouverneur de la Banque centrale n'est pas vraiment d'accord. Il craint des situations de surchauffe, il craint des déséquilibres. Il ne voit pas que on peut avoir la contrepartie nécessaire à cette création monétaire en Tunisie au vu de la baisse éventuelle des réserves en devises. Moi, je suis d'accord avec lui sur cette approche responsable, un peu prudentielle. C'est important de garder les équilibres financiers du pays, mais ce n'est pas une raison d'être dans la passivité ou de ne pas oser. Parce que là, nous sommes devant une crise qui est grave, que ce soit au niveau sanitaire, que ce soit au niveau économique et financier. Et donc, nous devons tracer des priorités. Aujourd'hui, la priorité, ce n'est plus les équilibres économiques, ce n'est plus le déficit budgétaire, ce n'est plus le taux d'endettement, ce n'est plus le taux d'inflation. Pareil ailleurs, donc ils ne pensent plus à ça en priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est comment fournir des vivres, comment financer la consommation des Tunisiens, des personnes qui sont confinées, comment compenser les pertes, comment sauver des entreprises, comment accompagner financièrement les opérateurs économiques, les PME tunisiennes, mais aussi le consommateur tunisien. Voilà des questions vitales sur lesquelles il faut travailler tout en travaillant en parallèle sur un changement et une évolution de notre modèle de développement et puis une adaptation donc à l'avenir très proche, un avenir qui va subir certainement beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. On parle d'orientation dans le numérique, dans le digital, dans l'énergie renouvelable, dans l'industrie pharmaceutique, dans la recherche, dans l'économie du savoir. C'est très important. Il faut y aller, il faut foncer, il faut tracer le cap. L'économie du savoir n'a pas besoin de ressources naturelles, n'a pas besoin de pétrole, n'a pas besoin de gaz, elle a besoin de volonté, elle a besoin de travail, elle a besoin de cervelle, elle a besoin de tête bien faite, comme l'a si bien dit Michel de Montaigne, mieux qu'une tête bien pleine, une tête bien faite, et donc on espère avoir des têtes bien faites pour pouvoir donc gérer la crise et l'après-crise. Merci de votre attention. Si vous avez des questions à poser, donc je suis preneur. Il
y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de sujets que nos internautes, nos participants, beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, je vais essayer un peu de faire le tour, Monsieur Moise, mais il y a beaucoup de questions qui ont été posées au début et à laquelle vous avez répondu à travers votre intervention, notamment comment développer un nouveau modèle économique pour relancer l'économie, quel est le rôle de l'État, une question posée par Mohamed Mendy Farhat. Alors, quels sont les risques actuels pour les nouveaux projets, les solutions probables pour atténuer les dégâts? Ça, c'est une question à laquelle on a déjà répondu. Alors, quels sont les secteurs qu'il faut développer pour faire face à cette crise? On a parlé de l'énergétique, de l'énergie renouvelable, du secteur pharmaceutique, du digital, du secteur technologique. Alors, je pense qu'on a répondu à la majorité des questions. Il y a une question, M. Moaz, qui est posée par Mohamed Zalour, que je salue au passage. Monsieur Marouane Rabessi a annoncé hier l'injection de 10 milliards de dinars pour stimuler l'économie. Qu'en pensez-vous et c'est quoi l'impact? Alors, très bonne question. Moi, tout d'abord, je voudrais, parce que j'étais en train de voir les messages et les réactions, moi, je voudrais remercier les participants. Il y a beaucoup de choses très intéressantes que je viens un petit peu de consulter, de lire. Il y a une interaction, il y a des questions qui sont vraiment très judicieuses, très pertinentes. Merci à tous pour votre attention. Merci aussi pour vos remerciements. Je vais essayer de réagir donc à vos questions. Alors, par rapport à monsieur le gouverneur de la Banque centrale, moi, je pense que globalement, la Banque centrale a été présente pendant cette crise, parce que nous avons vu un certain nombre de réactions de la part de la Banque centrale au niveau des circulaires qui étaient décidées, c'est-à-dire le prolongement des durées de remboursement des crédits, que ce soit pour donc le citoyen lambda ou le client d'une banque, personne physique, ou bien pour les entreprises. Des mesures assez courageuses ont été prises dans ce sens-là. Nous attendons une réaction, nous attendons une application de ces mesures au niveau des banques. Il y a un petit décalage. Je sais que la Banque centrale et les banques sont en train de se concerter pour que ces circulaires soient bien appliquées. Donc la Banque centrale a réagi au niveau de la permission donnée aux banques pour avoir plus de marge de manœuvre, plus de liquidité, plus de possibilités de fournir des financements ou bien des reports de remboursement de crédit ou bien de prendre en compte la situation ou les situations des personnes, des clients, des entreprises. Donc ça, c'est bien. La Banque centrale a aussi baissé le taux d'intérêt directeur, si vous l'avez, certainement vous l'avez bien remarqué. C'est une décision qui est vraiment très importante au niveau de son principe, parce que longtemps nous avons demandé à la Banque centrale de réduire le taux d'intérêt directeur. Je rappelle que en 2017 on était à 4,25. Aujourd'hui, déjà avant la crise, on était à 7,75. Donc il y a une évolution en 2 ans, de 2017 jusqu'à 2019, assez conséquente du taux d'intérêt directeur, puisqu'il y a une inflation et donc il fallait juguler l'inflation par donc une hausse du taux d'intérêt directeur, mais cette hausse du taux d'intérêt directeur a tué la croissance, a tué l'investissement. On ne peut pas dire le contraire. Certainement, il y a des différences dans les approches, mais donc des taux d'intérêt de ce niveau-là, avec des TMM qui suivent après, donc, et des taux de crédit allant jusqu'à 9, 10 et même 11% pour certains clients et pour certaines entreprises, c'est très cher. Le coût de financement est très cher en Tunisie et ça a bridé la croissance des entreprises et même ça a bloqué donc la consommation ou bien les projets des citoyens. La Banque centrale a fait un effort durant cette crise. Elle a baissé le taux d'intérêt directeur de 100 points de base. Donc, on est descendu à 6,75. Le TMM commence à réagir et nous avons un TMM aujourd'hui à peu près de 7,35%. Je vais vous projeter les derniers chiffres de la BCT pour que vous soyez au fait. Donc, des derniers indicateurs au niveau de cette instance et pour voir un petit peu ensemble. Donc, le TMM aujourd'hui, il est
de combien, sachant que le TMM réagit réagit donc aux décisions par rapport au taux d'intérêt directeur. Donc voilà, là, si on va essayer de voir, donc aujourd'hui, on va trouver que voilà, donc on est à 7,35%, donc TMM du mois de mars, et on attend le TMM du mois d'avril qui certainement il va être impacté par le nouveau taux directeur qui est de 6,75%. Donc par rapport à ça, moi ma réaction c'est que la Banque centrale aurait pu faire un effort de plus pour baisser encore le taux d'intérêt directeur. On s'attendait à 200 à 300 points de base, à un taux de 5, 5,25, et ça va permettre éventuellement une relance après parce que les coûts de financement vont baisser. Mais le gouverneur de la Banque centrale ne voit pas les choses de cette manière. Pour lui, donc il faut suivre l'inflation, il ne faut pas laisser filer l'inflation, il faut que le taux directeur soit un peu supérieur au taux d'inflation, et donc il y a des équilibres à tenir pour le gouverneur de la Banque centrale. Moi, je pense que les équilibres ne doivent pas être la priorité absolue en ce moment. Il y a d'autres priorités, notamment au niveau de la vie économique, de la vie des entreprises. On ne doit pas perdre nos entreprises, on ne doit pas perdre le potentiel de croissance, de consommation, de production de nos opérateurs économiques. Et puis, dernier point, par rapport à cette question d'injection de fonds, donc il y a une réactivité de la Banque centrale cette semaine, et le gouverneur de la Banque centrale a parlé de 8 milliards à peu près de dinars d'injection de fonds. Je rappelle encore une fois que les États-Unis, ils ont injecté à peu près 20% de leur PIB. Nous pensons que pendant ce confinement, c'est-à-dire si on prend le mois de mars et le mois d'avril, nous risquons de perdre à peu près en Tunisie entre 18 et 20 milliards de dinars. 20 milliards de dinars, à peu près, si on compte le PIB journalier et les pertes engendrées par ce confinement. Donc, on est vers une perte de 20 milliards de dinars. 20 milliards de dinars, c'est un peu la moitié du budget de la Tunisie. Je rappelle qu'en 2020, le budget de la Tunisie il est de 47 milliards de dinars. Donc, 20 milliards de dinars, c'est la perte éventuelle. Donc, au moins qu'on puisse injecter ou qu'on puisse compenser cette perte à 50 soit 70%. Donc moi je suis pour l'injection de fonds, pour les liquidités fournies aux banques, pour que l'économie ne s'arrête pas, et je suis pour aller au-delà de 10 milliards de dinars. Voilà. Alors, M. Moaz, on va terminer par une dernière question qui nous a été posée. L'impact de cette crise sur la crypto-monnaie. Alors, très bonne question aussi. Ça fait partie des évolutions que nous allons constater, que nous allons vivre prochainement. Donc, la crypto-monnaie, ICO, on parle d'ICO, on parle aujourd'hui des blockchains. Donc, moi, je pense que ça va être l'avenir, c'est incontournable. Il faut se préparer dès maintenant. Aujourd'hui, on parle du decashing, on parle de la monnaie électronique, on parle de la crypto-monnaie. On ne peut pas faire face au progrès. Il faut, je dirais, gérer ça, il faut encadrer ça, il faut se préparer au niveau de la Banque centrale. Il ne faut pas nier ces évolutions. Certainement, il y a des risques aussi parce qu'on connaît mal donc les risques qui sont liés par rapport à cette crypto-monnaie. La contrepartie n'est pas très claire. On craint donc tout ce qui se rapporte à la spéculation. On craint des comportements déviants. On craint aussi l'absence d'instances de régulation de ces monnaies-là. On craint la disparition des banques centrales aussi, parce que c'est ça le débat aujourd'hui avec la crypto-monnaie. Est-ce que les banques centrales vont perdre de leur pouvoir, de leurs prérogatives? Moi, je pense qu'il faut aller vers ces nouvelles technologies, vers ce progrès, tout en se préparant, tout en essayant de s'adapter et d'adapter nos institutions à ce progrès technologique. Il ne faut pas nier ce progrès, il ne faut pas se mettre face à ce progrès-là, il faut le suivre, il faut l'encadrer, et il faut le vivre. Merci beaucoup, Monsieur Moaz. Merci. Sincèrement, c'était très enrichissant. Au nom de toute l'équipe ESCA, je voudrais vous renouveler nos remerciements. Nous étions très ravis, très honorés de vous avoir comme invité. Je voudrais aussi remercier tous les participants. Il y a beaucoup d'interactions, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de messages de remerciements. On vous donne rendez-vous au prochain webinaire. Donc, il y aura pour la semaine prochaine, je rappelle le planning.
Donc, le 21 avril, nous allons recevoir M. Douglas Biondo qui va nous parler de comment construire l'Afrique, le pari de l'insertion professionnelle de la jeunesse dans les métiers du numérique. Le 22 avril, on recevra M. Aïssam Sefi et M. Elias Jlibi, respectivement CEO de Big Deal et de Jumia, qui vont nous parler de comment piloter son projet de e-commerce en période de crise Covid. Le 23 avril, nous serons honorés de recevoir Mme Semira Maraï, qui est l'ex-ministre de la Santé et actuellement chef de service en pneumologie à l'hôpital Rabda, qui va nous parler de toutes les actualités liées au Covid, les enjeux et les défis. Et le 24 avril, nous serons aussi ravis d'accueillir Franck Oubre, qui est le CEO de Business Dynamite XYZ, formateur marketing et growth hacking, qui va nous parler du web entrepreneuriat et comment réussir son business en ligne. Voilà un mélange d'invités de qualité, tunisiens et internationaux. Je vous renouvelle encore une fois nos remerciements, Monsieur Moaz. Merci à vous et merci à tous les participants. Voilà, espérons vous voir en présentiel après cette crise dans notre école pour une autre conférence. Merci encore à tous les participants. Soyez toujours connectés avec notre page, suivez les actualités et portez-vous bien et au prochain webinaire.